Donc Anissa Belladjine, Marie-France Bishop et Catherine Dorizo. Donc sous ce titre, nous voudrions inscrire notre réflexion dans le cadre de quelques formations qui sont présentes dans les SP de façon un petit peu moins visible que celles qui inscrivent majoritairement des étudiants en formation initiale. Alors il s'agit de 3 formations de master qui concernent des étudiants en formation tout au long de la vie. Le parcours de prof de production culinaire, le master APRIBEP et le master formation de formateur, d'enseignants. Alors, dans le cadre de ces 3 parcours, les étudiants en formation tout au long de la vie ont des parcours de professionnalisation qui sont différents. Alors, soit c'est un nouveau métier pour les uns, par exemple de cuisinier à enseignant ou d'enseignant à formateur pour les formations de formateurs, ou c'est parfois un approfondissement du métier pour les autres, par exemple les étudiants APRIBEP ou certains étudiants de formation de formateurs. Mais dans tous les cas, les mémoires ont un rapport réflexif à ce nouveau métier qui n'est toutefois pas une reconversion, tout au plus une reconfiguration professionnelle. Des cuisiniers, par exemple, qui deviennent enseignants pour de futurs cuisiniers, des enseignants qui deviennent formateurs pour de futurs enseignants. Alors, ces mémoires sont pour nous l'occasion de faire le point sur cette reconfiguration et la façon dont elle s'opère. Et nous voudrions donc aujourd'hui porter notre attention sur 3 marqueurs différents qui se retrouvent à des degrés divers dans les mémoires de ces 3 parcours, notamment le processus d'écriture, premier marqueur, donc, et la place du jeu, par exemple, dans le processus de réflexivité, en tant que ce processus d'écriture permet l'objectivation de la transformation professionnelle. Deuxième marqueur, le rapport à la temporalité, qui permet l'élaboration et la reconfiguration professionnelle. Enfin, troisième marqueur, le processus de construction d'une posture de recherche en analysant comment se construit le corpus de recherche. Donc ce qui nous intéresse est de voir quelles sont les particularités et les enjeux des mémoires de ces étudiants par rapport aux mémoires de formation initiale. Et je voudrais tout de suite préciser en introduction que c'est une recherche que nous initions seulement maintenant, vraiment par rapport à ces particularités des mémoires qui s'inscrivent donc dans le cadre de l'ESP, dans ce processus de professionnalisation. Mais qu'est-ce qui différencie donc des mémoires d'étudiants en formation tout au long de la vie, d'étudiants qui sont en formation initiale? Donc nous nous proposons donc d'analyser comment les mémoires professionnelles de ces 3 catégories de M2 un petit peu particuliers questionnent leur expérience professionnelle et ce que cela peut nous dire de leur processus de professionnalisation. Alors, je prends la suite donc d'Anissa pour vous parler de la place du jeu dans ses mémoires tout au long de la vie et justement, comme elle insistait, dans ses mémoires d'experts, en vous signalant bien que c'est un travail que nous amorçons, que nous démarrons et pour lequel donc nous sommes en train de rassembler un certain nombre de choses. Alors, pour vous parler donc de cette transformation, ou en tout cas de la place que prend le jeu, je prendrai quelques exemples dans les mémoires de formation de formateurs d'enseignants et pour commencer peut-être aussi quelques mots sur le master de formation de formateurs d'enseignants de l'ESP de Versailles, qui est ouvert donc aux enseignants qui souhaitent devenir formateurs ou qui le sont déjà. Tous ont au moins 5 années d'ancienneté dans l'enseignement, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des pratiques installées. Et souvent, ce qui est très important pour nous, c'est qu'ils ont aussi une reconnaissance d'experts, soit reconnaissance des autres autour d'eux, soit, puisqu'ils sont déjà formateurs, eh bien, ils sont considérés en effet même par l'institution comme des experts. Donc le M2 est organisé sur 2 années qui se terminent chacune par la soutenance d'un mémoire et c'est le mémoire de 2e année que je voudrais voir envisager brièvement avec vous qui va nous servir de référence. Il est fondé sur la mise en place, la description, l'analyse d'un dispositif de formation donc tel que l'étudiant a pu le mener. Alors, quelques points juste pour situer un petit peu le cadre. Pour nous, dans la formation, ces mémoires reposent sur l'idée que l'expérience ne suffit pas à créer de l'expertise et qu'il est nécessaire, bien sûr, de mettre en place des dispositifs qui favorisent une réflexion sur la pratique. Donc, c'est ce que nous faisons avec donc, ces mémoires, les analyses de pratique et autres.
Donc, dans ces mémoires, l'écriture va jouer un triple rôle. Tout d'abord, c'est un médiateur cognitif, puisqu'elle favorise l'élaboration de la pensée en mettant l'expérience, si je puis dire, en récit et à distance. L'écriture a une valeur aussi réflexive, puisqu'elle va permettre aux praticiens de se penser, de se transformer à travers ce regard qu'il porte sur son action par l'écriture. Je renvoie donc à tous les travaux sur le praticien réflexif. Il est indéniable que nos praticiens, nous les formons pour qu'ils soient réflexifs. Voilà, et donc c'est un outil de professionnalisation, bien sûr, et l'écriture a une dimension épistémique parce qu'elle favorise justement l'appropriation de savoir, leur intégration, en les mettant en regard avec l'expérience professionnelle. Alors, les mémoires des étudiants de formation de formateurs d'enseignants s'organisent sur un continuum qui va en fait du récit d'expériences fortement ancrées dans la narration biographique et qui utilisent donc le jeu, et qui vont jusqu'à l'analyse théorique d'une situation de formation. Donc la construction d'une posture plus distanciée est fondée sur, il me semble, différents critères. Je vous en citerai 3. Donc le premier, c'est la capacité à articuler, la capacité à articuler les savoirs d'expérience et les savoirs théoriques. Donc certains travaux, dans un premier temps, reposent sur des jugements fondés sur l'expérience et l'expertise. Vous le voyez dans cet exemple, ça s'exprime sous la forme de « je pense »,« je note »,« je remarque », et on voit bien là que le formateur utilise son expertise, son expérience pour juger ce qu'il voit. Au cours de la formation, ces savoirs d'expérience sont confrontés aux apports théoriques, et les deux types de savoirs, les savoirs d'expérience et les savoirs théoriques, vont finir par s'articuler dans un phénomène scriptural que j'ai appelé tissage et qui est très visible, vous voyez, dans cette réécriture, puisqu'on constate un déplacement du jugement porté dans la première version à une tentative d'explication, le malentendu donc de la situation de communication, et avec un abandon de la narration en jeu qui est très net, puisqu'on a des formes neutres de type il y a, ce malentendu, et ainsi de suite. Le second phénomène est le souci présent dans de nombreux travaux de réorganiser sous forme de schéma l'expérience. Et ces schémas permettent de rendre compréhensible cette expérience, de la transmettre aux autres et de la discuter avec les autres. Donc ce phénomène de schématisation est vraiment important parce qu'il s'instaure dans un groupe où les étudiants partagent, et notamment au moment des soutenances. Voilà par exemple, rien du tout, mais vous allez le voir arriver, voilà, une schématisation qui devait rendre compte pour une étudiante de l'opposition qu'il y avait entre ses représentations, elle, de formateur, elle était néo-formatrice, les représentations du formé, et elle a tenté de comprendre le jeu, bien sûr, de confrontation entre ces différents modes d'opposition, entre ces représentations, pour essayer de nous le transmettre au moment de sa soutenance. Le troisième phénomène est la capacité à mettre une théorie en application pour produire la double analyse qui est nécessaire dans toute situation de formation. Pourquoi double analyse ? Parce qu'il s'agit de comprendre et d'analyser en même temps l'activité du formé et dans le même mouvement de s'auto-observer comme formateur. Vous voyez que là, nous arrivons vraiment dans de la finesse. Et il me semble que ce double regard facilite, permet de secondariser son analyse. Donc voici par exemple ce qu'avait proposé une étudiante. Elle part de 2 hypothèses pour comprendre une situation qui ne fonctionne pas. La première hypothèse est qu'il n'y a pas eu réellement co-construction de la séance parce qu'une disjonction sur le savoir grammatical est survenue. Le formateur aurait été en décalage sans s'en rendre compte et donc sans parvenir à le réduire dans ses interactions avec l'enseignante, au point de ne pas avoir pu éclairer le concept de verbe. Ou s'agit-il d'une forme de résistance ? Seconde hypothèse, et cette fois-ci nous ne sommes plus sur le formateur mais sur le formé, au changement provoqué par une déstabilisation de sa pratique. Voilà, donc quelques mots, c'est un travail qui était fondé sur l'analyse du jeu de sens et vie et sur la notion de coactivité, et on voit comment cette notion vient elle-même alimenter la manière dont elle analyse naturellement la situation. Je termine quelques mots. Ces 3 exemples donc manifestent, on voit bien, le travail d'objectivation qui permet l'écriture, objectivation des savoirs dans le premier cas, objectivation de l'expérience par le schéma dans le deuxième cas, et là, une objectivation seconde qui conduit à cette double analyse.
moi, je vais parler avec vous du deuxième critère que nous avons isolé et choisi de vous présenter aujourd'hui, qui est donc le rapport particulier à la temporalité. Je vais donc vous parler des professeurs de production culinaire, donc qui forment des élèves de cuisine, donc qui sont dans les disciplines technologiques ou professionnelles. Donc, ils sont inscrits dans la deuxième mention du Master MEF qui regroupe les enseignants du second degré et, conformément aux directives ministérielles, les M2 doivent accomplir un mémoire professionnel ancré dans la recherche comme dans l'expérience professionnelle. La question qu'on se pose, c'est que veut dire expérience professionnelle pour des étudiants qui enseignent la cuisine? Est-ce que c'est l'expérience d'enseignant ou l'expérience de cuisinier? Pour qui devenir enseignant est forcément lié à la pratique professionnelle antérieure. Et puis, troisième point, je ne sais pas si vous savez que ces enseignants-là n'ont pas besoin du master, en fait. Leur expérience professionnelle leur tient lieu de master, si je puis dire. Que signifie recherche pour ces étudiants qui n'ont pas besoin de master pour enseigner, s'ils ont donc 5 ans d'expérience professionnelle 5 ans d'expérience professionnelle, et qui d'ailleurs sont souvent bien loin du master, puisque leur expérience, leur niveau d'études peut aller du CAP au bac pro, parfois BTS. Donc, s'appuyant sur la recherche comme sur les pratiques professionnelles, le mémoire a donc pour objectif la professionnalisation de l'étudiant. On peut supposer que pour des enseignants en seconde carrière, ex-cuisiniers, la professionnalisation consiste en une reconfiguration de la pratique professionnelle autour de la notion de transmission. Alors, dans ce cadre, les travaux autour de la didactique professionnelle, notamment Pastré, peuvent constituer une piste congruente. Contrairement aux didactiques des disciplines qui mettent l'accent sur les savoirs disciplinaires, la didactique professionnelle analyse l'activité liée au métier, ici l'activité enseignante comme l'activité du métier de cuisinier. Pour Pastré, les enseignants ont à transmettre un patrimoine, corps de savoir. Ils doivent mettre en scène des situations générant un apprentissage et assurer une activité d'étayage auprès des apprenants. Alors, pour ces étudiants cuisiniers en reprise d'études, le mémoire professionnel porte-t-il des traces du passage du métier, de ce métier de cuisinier, à la profession d'enseignant, et lesquelles? C'est-à-dire, comment s'architecture la reconfiguration professionnelle? Alors, pour répondre à cette question, il y avait quelque chose qui est intéressant, qui consiste à observer déjà la liste des sujets de mémoire. Là, j'ai pris la liste des sujets de mémoire de la promotion 2015, qui est de première génération de M2 MEF, dont les mémoires sont définies dans le cadre de l'ESP, mais évidemment, c'est une recherche qui peut être élargie. Et donc, les problématiques associées. Alors, sur 16 mémoires qui ont été... de cette année, on a en fait, c'est pas 3, c'est 2 types de mémoires en fait. Il y en a 12 sur 16 qui sont ancrés dans la pratique professionnelle enseignante avec transmission du métier de cuisinier. Je vous donne 2 exemples ici. Le CAP cuisine, diplôme centenaire, synonyme d'employabilité. Peut-on garantir à l'élève intégrant cette formation en 2015 une employabilité et des compétences professionnelles opérationnelles suffisantes? Ou diversité culturelle et cultuelle, phobie et intolérances alimentaires, comment réagir face à la montée du religieux dans nos cours de travaux pratiques. Et puis, à côté de ça, on a 4 mémoires qui ne prennent pas du tout en compte la nouvelle professionnalité, donc l'entrée dans le métier d'enseignant, et qui prennent pour sujet le métier de cuisinier. Donc, par exemple, ce mémoire-là, le genre dans le monde de la cuisine. Quelle est la place des femmes dans le monde de la cuisine? Avec une étude tout à fait sérieuse de la place des femmes dans le monde de la cuisine. J'aurais pu citer aussi, je ne l'ai pas fait, mais la cuisine allégée, un mémoire sur la cuisine allégée. Bref, alors, tout ça a mis en évidence qu'en fait, les mémoires s'inscrivent dans une temporalité qui est une temporalité, et surtout sur la façon de prendre en compte la temporalité, c'est-à-dire soit un retour vers une expérience professionnelle antérieure, on met des mots sur une activité qu'on quitte, soit une projection vers un nouveau métier, et là on envisage une activité que l'on construit. Et donc partant de là, je me suis intéressée à la façon dont ces mémoires de formation continue donc
reconfigure l'expérience professionnelle et en envisageant des passerelles et des liens entre ces différents temps de l'activité. J'ai choisi un mémoire. Donc voilà, ça c'est le mémoire quasiment in extenso. Je vous ai épargné une petite coupe sur l'histoire de la cuisine française, parce que c'est pas ça qui nous intéresse ici, c'était un petit peu long. Donc la question du rapport, oui, entre l'école, etc., etc. Alors, en noir, vous avez ici, donc, tout ce qui est en noir ici, c'est le maintenant de la réflexion. Tout ce qui est en rouge, c'est tout ce qui concerne l'histoire de la cuisine. J'espère que vous avez le temps de lire, parce que moi, je n'ai pas le temps de lire. Et puis, le retour sur la construction de l'expérience de cuisinier en vert. Et on voit que la façon dont l'étudiant examine, en fait, reconsidère ces moments de son expérience professionnelle, permettent de créer, problématiser l'angle de réflexion autour de la question d'une question qui est vive pour les enseignements professionnels, qui est la correspondance entre l'enseignement professionnel et le milieu du travail. Donc voilà, la question de la temporalité est ici posée et construite. Et ce sont ces différentes temporalités qui permettent de construire le discours de l'étudiant. Et voilà, Catherine, à toi. Sans lien avec, au moins au niveau des sujets, avec ce qui précède, j'aborde donc le troisième type de mémoire, qui sont des mémoires fabriquées par des enseignants, qui sont des enseignants déjà experts, puisqu'il s'agit d'enseignants spécialisés du premier degré qui ont ce qu'on appelle le CAPA-SH ou du second degré qui ont le 2CA-SH. Ce sont donc des enseignants spécialisés qui sont soit enseignants référents, soit enseignants dans des réseaux d'aide, soit dans des ULIS, des CLIS, etc. Il ne s'agit évidemment pas pour eux d'apprendre un nouveau métier, mais de développer une professionnalité déjà existante. Alors, je n'insisterai pas sur le point de départ qui nous a amené à construire ce parcours et à proposer dans le cadre de ce parcours l'élaboration d'un master très centré sur un travail de recherche. Il s'agit bien évidemment de l'hypothèse selon laquelle la grande difficulté est la diffusion des travaux de recherche auprès des enseignants et l'hypothèse selon laquelle l'élaboration d'une recherche est une propédeutique à cette compréhension des recherches en éducation. Nous proposons des mémoires soit en psychologie, soit en didactique du français ou des mathématiques, soit en sciences de l'éducation. C'est seulement de ce dernier domaine dont je parlerai. Les mémoires portent sur le contexte d'exercice. Ce sont donc des mémoires qui sont très en prise avec le milieu professionnel et les étudiants qui viennent sur leur temps personnel sont très impliqués dans ce milieu professionnel. Et cette implication a une première conséquence qui est un intérêt très fort pour les enjeux sociaux et éthiques de l'exercice du métier. Mais du point de vue de la recherche, cette implication a pour corollaire une grande familiarité avec ce qui va devenir un objet de recherche, et cette familiarité constitue un défi, sinon un obstacle, si on en croit l'idée que la posture de recherche supposerait une extériorité avec l'objet de recherche. Et effectivement, ce qui se produit dans les mémoires que j'ai pu analyser, c'est une rupture d'abord une rupture avec cette familiarité avec le monde professionnel. Et il me semble que cette rupture avec la familiarité, dont l'enjeu est professionnellement d'être capable de rompre avec les évidences des enseignants sur les familles, sur les enfants, et un certain nombre de croyances. Alors, on n'est pas dans la didactique, mais il y a bien des croyances sans doute. Il me semble que le moment crucial dans cette rupture de familiarité se trouve dans la construction du corpus et dans l'analyse du corpus, mais la construction aussi, et l'analyse du corpus dans lequel
dans laquelle les étudiants vont pouvoir réinvestir, retrouver, réutiliser les concepts qu'ils ont acquis par des lectures théoriques. 3 exemples. Un premier exemple de corpus qui porte sur un mémoire qui porte sur les processus d'orientation à l'école primaire, et le corpus qu'a constitué l'étudiante est la reconstitution minutieuse d'un tableau indiquant le suivi année après année pendant 4 ans de tous les enfants dont il a été question dans les discussions, dans les équipes éducatives, et toutes les orientations, tout ce qui a été proposé. Elle l'analyse ensuite en faisant référence en utilisant un cadre théorique très proche de celui développé par Millet et Tain dans leur ouvrage Rupture scolaire. Et puis, ce travail permet de mettre en évidence aussi des aspects relativement cachés ou ordinairement peu connus du métier, du travail enseignant, puisqu'on y voit tout ce qui se fait pendant les temps de synthèse des équipes enseignantes. Le deuxième exemple porte sur un travail où il s'agit d'analyser la genèse d'un outil ordinairement utilisé à l'école. Alors le GVASCO, c'est le guide d'évaluation qui va permettre les décisions de la MDPH et que les enseignants ont à remplir. Or, enseignante référente, l'étudiante se demande d'abord comment est-ce qu'on l'utilise avec les enseignants, et elle fait tout un travail qui consiste à essayer de reconstruire comment institutionnellement est né cet outil, et ça transforme sa représentation de cet outil lui-même. Le dernier exemple, c'est l'idée que très souvent, ayant recours à des entretiens, les étudiants vont interroger des acteurs auxquels on donne peu la parole habituellement et qui sont notamment les enfants. Ce qui leur permet d'avoir une représentation ou une idée tout à fait différente de celle qu'ont les enseignants et leurs collègues en général, notamment sur des questions comme celle de l'inclusion d'élèves en situation de handicap dans des classes. Je crois que je vais m'arrêter là.